Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute ! Dans 15 ans, j'imagine que mon travail sera impacté par deux phénomènes très importants, à savoir le réchauffement climatique et l'intelligence artificielle. Le réchauffement climatique parce que c'est aujourd'hui une réalité et qu'on sait qu'on n'a pas la possibilité d'inverser le cours des choses sur au moins les 20 prochaines années. Et contrairement à ce qu'on pense, j'ai pas l'impression que la jeune génération soit forcément née avec cette problématique dans la tête et en ait forcément plus conscience que leurs aînés. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on intègre dans notre pratique, puisque c'est un problème qui va être de loin le plus important, en tout cas largement plus important que tous ceux qu'on peut aborder nous. Et le deuxième aspect que je vois, c'est au vu de la vitesse à laquelle ça progresse, l'intelligence artificielle. Puisqu'on a, depuis cette année, c'est tout nouveau, on a depuis cette année des travaux qui sont faits avec l'intelligence artificielle, ce qu'on n'avait pas avant. Donc il va falloir, s'adapter pour gérer ça. Éviter, nous, de nous faire remplacer par des intelligences artificielles et faire en sorte que les jeunes puissent se développer et s'armer d'un point de vue intellectuel, s'armer par eux-mêmes, plutôt que d'avoir recours à une intelligence artificielle qui fait le boulot pour eux. Grégoire est enseignant dans la fonction publique en région parisienne depuis 13 ans. Il a eu l'occasion de voir différents environnements en travaillant dans des établissements divers sur différents niveaux de la 6e au BTS, mais aussi en tant que remplaçant durant quelques années. Il nous parle tout d'abord de sa vocation, de ce qui l'a fait choisir ce métier d'enseignant. Il nous propose de changer notre vision de ce métier en nous expliquant ce qui fait la vie d'un prof et ce qui le limite actuellement dans son travail au quotidien. Car comment rendre à nouveau attractif ce métier indispensable lorsque l'on sait qu'actuellement il y a moins de postulants que de places au concours ? Ainsi, Grégoire nous plonge dans les changements actuels, de la gestion des classes à l'administration et au profil des enseignements, et dans ce qui pourrait être l'enseignant de demain. Et petite information avant que tu ne te plonges dans l'interview, le podcast passe désormais à un épisode par mois, le premier jeudi du mois. Le prochain sera donc début juillet. Grégoire, tu es docteur en astrophysique. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le métier d'enseignant plutôt que celui de chercheur ? Alors déjà, pour être très précis, c'est pas exactement le métier de chercheur que j'avais envisagé, mais d'enseignant-chercheur. Pour être agent de recherche, le but, moi, c'était de partager mon temps entre la recherche et l'enseignement en fac. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est tout simplement deux choses. La première, c'est que je me suis rendu compte pendant la thèse qu'il y a plein d'à côté du métier de chercheur qui m'excitait absolument pas, notamment tout ce qui était recherche de financement. Et je voyais énormément de chercheurs qui passaient presque la moitié de leur temps à essayer de se vendre auprès de plein d'organismes privés ou publics pour obtenir des financements, et c'était assez compliqué, puisque dans le domaine où j'étais, qui était de la physique assez fondamentale, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voulaient financer. La plupart cherchaient des applications industrialisables à court terme. Et la deuxième raison, c'est qu'avec mon parcours, j'aurais sans doute galéré de poste de CDD en CDD, de postdoc en postdoc, sans jamais avoir de poste fixe. Voilà. Puisqu'il y a de moins en moins de postes qui étaient ouverts, j'ai cru comprendre que, alors ça c'était il y a 13 ans maintenant, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui c'était encore pire. Et quand j'ai vu les dossiers de ceux qui étaient recalés au concours de maître de conférence,
J'étais conscient que j'avais absolument aucune chance. Donc entre une carrière à galérer et à passer une grande partie du temps à faire quelque chose qui m'excitait pas, bah, j'ai décidé de me concentrer sur l'enseignement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu ton parcours? Donc, tu as fait ta thèse, peut-être tu peux nous dire sur quoi elle était et puis ensuite vers où tu es allé? Alors c'est une thèse, d'astrophysique sur la stimulation d'analogues d'aérosols de l'atmosphère de Titan. Donc en gros, c'est en planétologie exactement. On cherchait à reproduire l'atmosphère de Titan pour étudier la chimie de formation de poussière qui se formait, à haute altitude. Parce que, ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, qui est la compréhension de l'apparition de la vie. Puisque Titan a une atmosphère qui ressemble, de ce qu'on pense, à l'atmosphère primitive de la Terre. Et on se dit qu'en comprenant cette chimie, on pourrait comprendre le chaînon manquant dans la chimie de l'apparition sur Terre. Donc ça, c'était le point de départ. Pendant ma thèse, c'est ce qu'on vient de dire, j'ai percuté que, j'étais pas je me voyais mal dans la recherche un petit peu plus tard. Donc j'ai terminé la thèse parce que ça impliquait, le labo, d'autres personnes que moi, et puis j'aurais sans doute mal vécu d'avoir, fait tout ça sans le terminer. Mais en parallèle, j'ai préparé le CAPES, qui est donc le concours pour être enseignant du second degré en physique-chimie. Et c'est passé, donc j'ai pu embrayer tout de suite après sur une carrière d'enseignant. Alors mon début de carrière va pas forcément être très, très représentatif de ce qui se faisait avant et de ce qui se fait aujourd'hui, puisque j'ai passé le CAPES, l'année de la réforme du master. Il a été décidé en 2009, si ma mémoire est bonne, que le CAPES maintenant s'obtiendrait avec un niveau master et je fais partie de la première promotion. Donc j'avais déjà le master, donc la question se posait pas. Mais la réforme, ce que cette réforme indiquait aussi, c'est que les stagiaires, donc les nouvellement certifiés qui n'étaient pas encore titulaires, les stagiaires devaient faire un service plein. Avant, c'était, 6 heures d'enseignement, donc un tiers temps semaine, avec les 2 tiers du temps consacrés à des formations prodiguées par des IUFM. Et on est revenu aujourd'hui à ça, c'est-à-dire des temps un petit peu, alors après ça dépend un petit peu des académies, mais on est revenu à des temps réduits et puis un suivi quand même un petit peu plus élaboré que ce que j'ai eu. Puisqu'en tout et pour tout, en démarrant, j'ai eu un service plein et 10 jours de formation dans l'année. Et il y avait quelques petits dysfonctionnements puisqu'on était censé être accompagné par un tuteur et le jour de ma rentrée, j'en avais pas. Et donc ça a été un petit peu la panique les premières semaines, mais ça s'est vite arrangé. J'ai pu avoir un tuteur assez rapidement. Une fois que c'était lancé, donc j'ai été titularisé au bout d'1 an et j'ai pas eu la volonté de me fixer tout de suite. C'est-à-dire que je voulais un petit peu voir, bah, du terrain. Donc j'ai demandé aucun mouvement, j'ai demandé aucune mutation, aucune préférence, sans rien, rejeter non plus. Et ça m'a permis pendant quelques années, eh ben, de voir un petit peu plusieurs facettes. C'est-à-dire que j'ai servi un peu de bouche-trou dans certains cas. Je me suis retrouvé dans des situations plus confortables avec des remplacements à l'année, sur d'autres. J'ai pu voir des, établissements très favorisés, j'ai pu voir des établissements très défavorisés. Ça allait d'un milieu bourgeois au Val-Fouré, à Mantes où, socialement c'était un marasme, pas possible. Ça m'a permis de faire du lycée, ça m'a permis de faire du collège, ça m'a permis de faire, du BTS, donc un tout petit peu de supérieur. J'avais déjà eu une approche du supérieur pendant la thèse puisque j'étais moniteur en fac, donc j'avais fait du TD et du TP, donc l'idée c'était vraiment d'élargir le plus possible l'expérience pour être un petit peu polyvalent. Je crois que ça m'a appris l'adaptabilité. Donc aujourd'hui, voilà, je peux, envisager à peu près n'importe quel poste, sereinement. Et puis, et le pas là où le parcours s'est encore, un petit peu atypisé, même si le terme est probablement pas correct, c'est que je suis parti 3 ans à l'étranger. Je me suis installé en Corée avec ma femme qui a eu une opportunité de métier là-bas et donc je l'ai suivie en me mettant en dispo et au retour, en 2018, là, j'ai obtenu un poste fixe et c'était encore une fois une nouvelle expérience puisque j'avais jamais passé quelques années dans un établissement et en passant quelques années, bah, il y a une nouvelle expérience puisque on connaît les gamins d'une année sur l'autre, on connaît beaucoup mieux ses collègues,
On se retrouve à, chapeauter un petit peu, plus à épauler un petit peu plus les nouveaux qui arrivent. Donc ouais, nouvelle expérience et très positive. En tant qu'enseignant, que représente le travail pour toi et qu'est-ce qui te motive justement? Alors ce qui me motive déjà, c'est le fait de transmettre quelque chose et d'essayer d'éveiller les jeunes à un petit peu autre chose. Donc le but, c'est clairement pas de leur faire, aimer la physique ou la chimie, c'est pas la question, mais leur donner les outils pour pouvoir le faire si jamais ça les intéresse. Voilà. Donc, ce travail, je le vois au départ pas tellement comme un travail, pas tellement comme un gagne-pain. C'est, vraiment quelque chose qui me plaît, et qui m'excite encore au quotidien. Parce qu'on a toujours des surprises, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et parce que c'est absolument passionnant, tout simplement. Tu as gardé le côté astronomie, également? Toujours oui, mais en amateur. Je continue de me tenir au courant de l'actualité scientifique. Je suis toujours, ami avec certaines personnes qui travaillent dans ce domaine-là et je continue de pratiquer en amateur, Et tu le partages à tes élèves aussi? le plus possible. Quand il y a une actualité, importante, bah, je leur en fais part, j'essaie de vulgariser. C'est plus ou moins simple suivant le domaine dans lequel ça se produit. Je leur fais passer aussi ça parce que ça s'inscrit dans le cadre de mes programmes, tout simplement. Et donc ça m'arrive assez souvent quand on aborde l'astronomie, puisque je suis en collège, de remettre un petit peu une louche, derrière et d'aller un petit peu plus loin quand je sens que la classe est intéressée, ouais. Et donc on est vraiment plus sur une vocation qu'un travail, hein, pour toi? Au départ, oui. Oui, oui, complètement. Là aussi, il y a évidemment des tâches, annexes que j'envisageais pas forcément en commençant ce métier, mais que finalement j'accepte, même si c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Alors justement, la vision de l'enseignant est souvent biaisée. Est-ce que tu peux nous plonger un peu plus dans ce métier? Parce que les personnes de l'extérieur déjà ne voient pas tout ce que cela importe. On voit souvent le nombre de vacances, hein, puisque c'est les vacances scolaires, le peu d'heures de cours, et on voit pas toutes les tâches qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a à faire, et puis le quotidien en fait, hein, d'un enseignant. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vacances, puisqu'on a, 16 semaines par an, c'est énorme. Il y a aussi le côté effectivement peu d'heures de cours, puisque un service plein pour quelqu'un qui est certifié comme moi, c'est 18 heures par semaine, mais c'est très, très loin de représenter le travail dans sa totalité. 18 heures, semaine, c'est 18 heures de présence devant élèves, uniquement. Et donc, quand on a ce genre de réflexion, évidemment, les 2 premiers arguments qui viennent pour se justifier, c'est la préparation des cours et les copies. Sachant que tous les profs n'ont pas le même nombre de classes suivant le volume horaire qu'ils ont dans la semaine face à eux, mais c'est vrai que ça représente un temps assez important. Je Là, concernant la préparation, bah, ça dépend beaucoup des situations. C'est vrai que quelqu'un qui est depuis 15 ans dans un collège, heu et qu'en 15 ans, il y a peu d'évolution, en tout cas pas d'évolution majeure des programmes, bah, on a simplement des réajustements à faire du contenu des cours, donc ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça peut aussi ne pas en prendre énormément. Le gros du travail, c'est, une fois que les séquences sont prêtes, bah, ça va être de faire notamment de la différenciation, puisqu'on a une séquence qui sert de point de départ, mais qu'on adapte aux différents besoins des élèves. C'est quelque chose qui, à mon avis, est très important, qui nous est imposé, mais que je trouve, très important, suivant les différents profils. On peut aussi varier les supports, de varier les approches. Donc il y a, une fois que la séquence est prête, beaucoup de préparation, on va dire, annexe pour faire de la différenciation. Et dans certains cas particuliers, le mien par exemple, il va y avoir des à côté qui prennent énormément de temps et qui demandent, 2-3 responsabilités. Je suis par exemple prof principal de troisième cette année et donc je dois emmener, 26 gamins sur, et ben, les voies de l'orientation, sur, les recherches de stage, sur la préparation au brevet et ça, en termes de temps, c'est énorme. C'est absolument dantesque. Ouais, donc il y a beaucoup de travail annexe, sans compter que les 18 heures, par semaine de présence devant les élèves, c'est autre chose qu'une présence aussi devant un ordinateur. Ah oui, oui, bien sûr. Ne serait-ce que physiquement, parce que mine de rien, une journée de 7 heures, c'est pas forcément évident à tenir.
que ce soit quand on débute ou quand on vieillit, parce que c'est 7 heures debout à parler fort et à surveiller, alors dans mon cas, là, ça va être par exemple de la surveillance de des points de sécurité quand on manipule, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui demande de l'attention, de la concentration, qui demande une certaine posture. C'est pour ça que dans les formations, quand on devient enseignant, on peut avoir des, formations théâtrales pour apprendre à poser sa voix, pour apprendre à, avoir une présence dans la salle. Donc ouais, on rentre vraiment dans un rôle et ça demande pas mal d'énergie. En plus de ça, il y a, plein d'imprévus parce qu'on n'interagit pas juste avec un ordinateur, on interagit avec, entre 20 et 30 êtres humains. Donc voilà. L'adaptation, la réactivité, c'est quelque chose qui doit être là constamment. Et une concentration, permanente durant ces heures-là, forcément. Oui, bien sûr. Quelle serait la vision que tu aurais envie que les gens gardent de l'enseignement, de l'enseignant? Bah, tout simplement peut-être une conscience un peu plus réaliste du métier. On pensait avec le confinement en 2020 que, ça allait un petit peu changer de ce point de vue-là. On a été, remerciés par, beaucoup de parents pour avoir, tenté d'assurer des enseignements à distance pendant qu'eux les avaient, toute la journée, ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir. Et donc, il y a eu à ce moment-là un début de prise de conscience avec, des remerciements. On se rend compte que, ce que vous faites est difficile, que ça demande énormément d'énergie, qu'un gamin, ça capte l'attention, en permanence. Mais c'est pas aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. Un peu comme quand on applaudissait les infirmiers et les médecins, ça a pas été plus pérenne que ça. Et ce sont pourtant des métiers vraiment de base, enfin absolument nécessaires. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors on a la chance en France que ce soit, gratuit, que ce soit un service, public. Mais, oui, c'est vrai que c'est considéré de plus en plus comme acquis et consommé finalement comme pourrait l'être n'importe quel autre produit. Et il y a, je pense, pas assez de gens qui sont conscients que c'est une chance que d'avoir ça. Alors justement, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton métier aujourd'hui? Alors, il y a 2 types de difficultés. Il peut y avoir les difficultés liées à un établissement en particulier. Ça peut être la situation des élèves, ça peut être un profil particulier d'élèves, mais ça fait vraiment partie du boulot. À titre personnel, la difficulté que j'ai le plus de mal à accepter, c'est une difficulté qui vient de notre hiérarchie. Pas forcément la hiérarchie directe, mais au-dessus. Et ben, c'est-à-dire les actions du gouvernement qui consistent à un petit peu mettre des bâtons dans les roues, que ce soit en réduisant des moyens, que ce soit en adoptant des points de vue qui peuvent favoriser les inégalités sociales, que ce soit en donnant des directives, en donnant de nouvelles mesures, en donnant de nouvelles instructions, mais sans fournir les outils qui nous permettent soit de nous en saisir, soit de les analyser, soit de les appliquer tout simplement. Ça se traduit comment? Tu peux nous donner des exemples? Un exemple, qui me vient à l'esprit comme ça, ce serait l'évaluation par, compétences. Il y a encore 20 ans, on évaluait seulement sur, la note, sur 20, et depuis 2015, il y a une réforme qui nous impose d'évaluer par compétences. C'est quelque chose qui a été voulu pour faire une continuité avec, les classes de primaire. C'est quelque chose qui concrètement n'est pas encore complètement mis en place dans tous les établissements, puisque, l'idée a été balancée. Et ensuite, suivant les établissements, il y a des profs qui s'en sont saisis, qui ont cherché à le faire consciencieusement, qui ont cherché à l'appliquer. Et là où c'est particulièrement dommage, c'est que c'est un outil qui est à mon avis très performant. C'est une excellente idée. C'est, quelque chose qui nous permet d'avoir une évaluation très fine, très précise de toutes les compétences de l'élève. Donc c'est beaucoup plus précis qu'une note et ça nous permet de plus facilement valoriser certains points de réussite, de mettre un petit peu l'accent, mais de façon beaucoup plus précise sur des difficultés. On arrive davantage à cibler si c'est un problème de méthodologie, sur quel thème, dans quelle discipline, et cetera. Et c'est quelque chose qui, comme je le disais, est pas encore totalement en place dans tous les bahuts, parce qu'on a balancé l'idée avec obligation de l'appliquer, mais sans dire concrètement, ce qu'ils attendaient. Donc beaucoup d'établissements ont fait un petit peu à leur sauce et aujourd'hui on arrive à quelque chose, d'harmonieux parce que j'ai eu
des expériences dans plusieurs établissements différents. Mais concrètement, ça c'est vraiment harmonieux que depuis quelques années, alors que la réforme a 8 ans, quoi. Donc voilà, ce genre de d'embûches, des réformes qui sont balancées comme ça, suivies d'un très aimable: «Démerdez-vous avec ça, mais faut le faire». Qu'est-ce que tu rencontres d'autre, comme difficulté en ce moment? Alors en ce moment, je vais parler de la situation que je connais le mieux, c'est-à-dire la celle de mon établissement, mais je suis loin d'être, enfin le mon établissement est loin d'être le seul dans ce cas-là. C'est tout simplement un manque de moyens dans l'éducation. Ça se traduit pas forcément en termes, financiers, puisque chaque année, chaque établissement reçoit ce qu'on appelle une DHG, c'est-à-dire une dotation horaire globale, et c'est un volume horaire qui est attribué en fonction du nombre, d'élèves. Et en fonction de cette DHG donc, les établissements en interne font des répartitions. C'est à partir de ça qu'on sait, combien de niveaux on peut ouvrir par, combien de classes on peut ouvrir par niveau, s'il y a des heures de disponibles pour amorcer des projets, des choses comme ça. Et ça se réduit de plus en plus. Ça se réduit de plus en plus et ça se réduit de façon, aberrante. Parce que, d'un côté, il y a l'argument tout simplement économique. On n'a pas les moyens. C'est quelque chose que personnellement je serais prêt à entendre, mais à ce moment-là, il faut être, à mon sens, cohérent. C'est-à-dire que d'une part, il faut arrêter de se gargariser, de la qualité du service public en se vantant d'avoir un système qui choisit, parce que ce sont des termes employés par notre ex-premier ministre, qui choisit les enseignants. Il faut aussi réduire en fonction des prévisions du nombre, d'élèves. L'exemple le plus parlant, c'est ce qui est arrivé il y a, 2 mois maintenant dans mon établissement. On nous prévoit, d'après les prévisions des élèves inscrits en CM2 qui vont passer en sixième, d'après les élèves de troisième qui vont passer au lycée, d'après d'éventuels déménagements, d'après des modifications de carte scolaire et cetera. On nous prédit une baisse en effectif de 50 élèves et les financements qui ont été enfin la dotation horaire globale s'est vue réduite d'un volume correspondant à entre 6 et 7 classes. Voilà, donc le manque de moyens, clairement, il est là. Et donc, bien qu'on soit dans un établissement qui est en REP, donc avec un besoin, fort en moyens et en temps, en heures pour pouvoir développer des projets transverses, ce qui d'ailleurs est préconisé par le ministère. Tu peux expliquer REP pour les personnes qui ne sont pas au courant? Alors REP, ça veut dire réseau d'éducation prioritaire. Ça remplace la ZEP et la grosse différence, c'est que là où la ZEP était une zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire un périmètre géographique dans lequel on estimait qu'il y avait besoin de plus de moyens parce que situation difficile, socialement, essentiellement. Là, la REP, c'est quelque chose qui fonctionne plus en réseau, c'est-à-dire que une école qui est à côté d'un collège ne sont pas forcément tous les 2 en REP. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que maintenant c'est des réseaux, ce sont des écoles, des collèges et des lycées qui fonctionnent ensemble et qui ont besoin de ce genre d'aide qui ont besoin d'aide pour, ce genre de difficultés. Oui, donc où il y a plus de difficultés, où il devrait y avoir aussi, peut-être, plus d'enseignants, moins d'élèves par classe ou plus de prise en charge? Exactement, exactement. Là, alors la prise en charge, ça va se manifester avec, le fait d'embaucher des personnels qui accompagnent des élèves en classe. Parce que des élèves à besoins particuliers, des élèves qui ont des troubles type 10, apraxie, dyslexie, que ce soit des élèves qui sont dans des dispositifs d'accompagnement comme le dispositif Ulysse, c'est-à-dire des enfants qui souffrent d'un handicap ou d'une déficience cognitive. Ça passe aussi par la réalisation potentielle de projets et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne peut plus faire parce qu'on n'a pas les heures pour le faire. Ça passe aussi par une réduction des effectifs parce que faire cours à 20 élèves ou à 30, ça n'a strictement rien à voir. Ça rejoint le besoin de différenciation dont tu parlais tout à l'heure? Bien sûr, et même si ça fait que 13 ans que je suis prof, c'est quelque chose que j'ai vu, exploser ça. Oui. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, il arrivait que dans nos classes alors, comme j'ai une matière à faible taux horaire en semaine, j'ai plus de classes, ce qui est assez logique. J'en ai entre 10 et 14 suivant les années et là où sur 10 quat entre 10 et 14 classes, j'avais 2 ou 3 gamins
qui avaient besoin d'un accompagnement et d'un enseignement différencié, il y a 13 ans. Aujourd'hui, j'en ai 3 ou 4 par classe. Donc il y a, oui, de plus en plus besoin de nous laisser la possibilité de le faire, dans de bonnes conditions. Oui, et donc effectivement, du temps supplémentaire, du travail supplémentaire pour que ces élèves-là soient pas, complètement largués. C'est ça. Ou alors, des effectifs un petit peu plus réduits pour qu'on ait tout simplement moins de ce genre de situation à gérer. Que la limite, en plus de ça, la limite entre l'accompagnement et la prise en charge médicale peut parfois être, floue, et donc on se retrouve à devoir différencier pour des élèves dont on ne connaît pas forcément toujours précisément les besoins, et donc c'est, une adaptation, permanente. Donc il y a quand même un changement au niveau des élèves, dans le profil des élèves qui s'est fait au cours des années, ces dernières années? C'est biaisé aussi par l'augmentation des effectifs, puisque quand j'ai commencé, dans les collèges ou les lycées REP où j'ai pu aller, on était 20-22, et là, en septembre, dans mon établissement, on sera 30 par classe. Ça, c'est acté. Donc statistiquement, il y a forcément plus d'élèves à besoins particuliers dans les classes. Est-ce qu'il y en a plus dans l'absolu? Ça, je ne saurais pas dire. Tu me parlais également du profil des professeurs, enfin des enseignants qui est en train de changer. Oui, oui, le profil des profs change. On a de moins en moins de jeunes qui se présentent au concours, moins en moins de postes aussi. Parce qu'il y a de plus en plus de postes qui sont supprimés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à cause des DHG qui sont de moins en moins fournis. Forcément, si les DHG réduisent, il y a de moins en moins de profs qui sont nécessaires dans cette nouvelle mouture, donc ils quittent l'établissement. Et comme il y a aussi de moins en moins de candidats, il y a beaucoup de gens qui, rentrent dans ce métier sans passer par le concours parce que mine de rien, il y a besoin de plus en plus de profs. Et donc, avec les job dating de l'année dernière, on a des nouveaux qui arrivent, sans être passés par la case, concours, donc les contractuels. C'est quelque chose qui peut très bien fonctionner, mais c'est des profs parmi lesquels beaucoup déchantent assez vite quand ils constatent la réalité du métier et qui, pour, certains d'entre eux, vont jusqu'à démissionner, dans l'année. Donc on a des gens qui sont moins formés, qui sont lâchés directement là-dedans, voilà, parce que plus personne veut le faire. Donc il y a une évolution là qui me dérange un peu. Donc il y a vraiment une baisse du niveau des enseignants. Alors niveau, oui et non. En termes de parcours, il y a des contractuels qui ont un très haut niveau dans leur discipline. Mais c'est pas pour autant qu'on est bon pédagogue. C'est Et ça. ça, c'est quelque chose qui s'apprend, et ça s'apprend beaucoup mieux quand on est correctement accompagné, Oui, c'est ça que j'entendais par niveau, c'est-à-dire effectivement, il y a la connaissance de la matière, mais il y a aussi la manière d'enseigner qui est primordiale. bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui peut s'acquérir déjà avec le concours et avec, l'année de stagiaire qui suit, puisqu'on n'est pas titularisé tout de suite. C'est quelque chose qui s'acquiert au travers de différentes formations qui sont fortement conseillées de suivre quand on débute dans le métier, et c'est quelque chose auquel les contractuels n'ont pas forcément accès. Et à l'heure actuelle, il m'avait semblé entendre qu'il y avait moins de personnes qui se présentaient au concours que de places disponibles. Oui, c'est ça. Ça pourrait s'équilibrer, on pourrait dire: «Il y a besoin de moins de profs et il y a moins de candidats, c'est pas grave». Le problème, c'est que le métier est devenu tellement inattractif, que le nombre de candidats, qui manquent est largement supérieur aux postes qui pourraient éventuellement être, remplacés, c'est-à-dire enfin les profs qui quittent un établissement pour un autre, ouais. Alors justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ce métier plus attractif? Ce qu'on pourrait faire pour le rendre plus attractif, j'ai envie de dire, ça tient en un mot: les moyens. Il y a, évidemment le côté rémunération qui est pas gigantesque, mais c'est comme dans beaucoup d'autres secteurs du service public. On le sait, on fait pas carrière dans le public quand on veut gagner beaucoup d'argent, c'est un fait. Mais, le fait qu'il y ait depuis 13 ans une réforme du CAPES qui demande maintenant un master, alors qu'auparavant c'était un niveau licence qui était requis, de moins en moins de gens s'y inscrivent, puisque ça il y a pas grand monde qui est motivé à l'idée de commencer une carrière par une année de stage à 1 300-1 400 € net après un master, et un concours qui est difficile à obtenir. Pour en plus se retrouver dans un établissement où peu de monde veut aller, parce que les nouveaux n'ont pas encore, de l'ancienneté et les points qui vont avec pour, essayer de plus facilement choisir leur affectation.
Oui, ce qui fait que les nouveaux qui, en plus, ont pas beaucoup de pratique, se retrouvent dans des endroits difficiles à gérer. Souvent oui, et c'est un vrai problème. C'est précisément dans ces établissements où il y a des problèmes, qu'il faut classifier REP, REP+, ou non. C'est précisément dans les établissements difficiles qu'on aurait besoin de profs expérimentés, qui connaissent déjà, les problématiques liées à la gestion de classe, à la prise de recul quant à différentes situations, de savoir se contenir, pas céder à la colère, des choses comme ça, ouais. Mais c'est pas du tout le cas en réalité. Et est-ce qu'il y a une différence de rémunération, justement, dans les endroits plus difficiles? Il y a des primes, c'est-à-dire que dans un établissement REP, il y a une prime pour les enseignants, qui est de l'ordre de la centaine d'euros, un petit peu plus. En REP+, ça va être plus conséquent. Il y a une différence aussi au niveau du concours. Quelqu'un qui a le CAPES, a une rémunération un petit peu plus faible que quelqu'un qui a l'agrégation. Il y a des primes pour ça. Il y a aussi une bonification sur les points d'ancienneté, puisque quelqu'un qui passe 5 ans dans un établissement REP ou REP+, aura plus de facilité à obtenir sa mutation s'il la demande, puisqu'il aura un nombre de points plus important que quelqu'un qui a 5 ans dans un établissement, non REP. Donc il y a quand même des motivations. Il peut y avoir des motivations, mais se dire, «Je vais 5 ans dans cet établissement pour avoir des points et un petit peu plus de sous», c'est pas la bonne. Puisque c'est pas ça qu'il faut. Le salaire des profs, c'est quelque chose qui est fixé. On est fonctionnaire, fonctionnaire de l'État, service public, donc c'est des salaires qui sont fixés par des grilles. Il peut y avoir des primes différentes suivant les situations, mais ce qui serait, bien plus nécessaire, à mon sens, c'est de donner des moyens aux établissements eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, oui, c'est vrai que j'ai une prime, parce que je suis en établissement REP. On me propose, on me propose mon salaire sans cette prime REP, mais pour bosser dans un établissement où, les moyens sont donnés pour qu'il y ait, même un établissement, dans une zone très difficile, et c'est des conditions avec, 20 élèves par classe, avec, une vie scolaire, suffisamment, fournie en termes d'effectifs, avec une direction qui est attentive à tout ce qui se passe, je signe tout de suite. C'est là où il y a sûrement l'oubli que, à l'origine, c'est plus une vocation. Bien sûr, quand je disais tout à l'heure que, il y avait de plus en plus de gens qui considéraient ce service public comme un consommable, c'est vrai aussi. En tout cas, c'est l'impression que beaucoup de profs ont, que c'est perçu aussi comme ça par, le gouvernement, qui cherche à faire des économies, et à «rentabiliser» entre guillemets le service public, ce qui n'a pas de sens par définition. Est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient être améliorées? Ce serait déjà une énorme amélioration. Le reste, ce serait sur du détail. Puisque sur le fond, sur l'enseignement que l'État nous demande de dispenser, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Je pense que c'est quelque chose qui est, en termes de programme, correctement construit. Je pense que sur, l'évaluation avec, notamment cette évaluation par compétences, bah, c'est quelque chose qui mérite d'être fait et qui a réellement du sens. D'accord, donc c'est vraiment Oui, oui, tout simplement, des moyens au niveau des établissements. c'est ça. Alors, est-ce que tu as un livre à nous conseiller sur ces sujets pour ceux qui veulent en savoir plus, se renseigner? Il y a un livre qui, à mon avis, est assez inspirant, de Frédéric Lenoir, qui s'appelle «Philosopher et méditer avec les enfants», et ça, c'est quelque chose qui permet de révéler un petit peu tout le potentiel qu'il y a à travailler avec des enfants et voir, ce qui peut en ressortir, et donc au-delà de ça, ça souligne l'importance de travailler avec des effectifs un petit peu plus réduits pour que le message passe mieux, et c'est aussi dans ce genre de cadre, ça permet de comprendre que c'est dans ce genre de conditions que les enfants s'épanouissent vachement plus et peuvent s'éveiller de façon vachement plus diversifiée. Pour terminer, comment vois-tu l'évolution du métier d'enseignant dans les années à venir? Y a-t-il pour toi des mutations importantes, qui se présentent? Alors pour répondre à ça, je vais pouvoir me fier qu'à l'évolution que j'ai constatée moi, en tant que prof, depuis, un peu plus de 10 ans, et ce que je constate, c'est qu'à les plus profonds changements dans le métier, c'est en général lié à une volonté de l'État de faire des économies. C'est-à-dire qu'on va, ne pas renouveler systématiquement les postes,
On en a déjà parlé un petit peu et l'effet que je vois, c'est qu'on a de plus en plus d'enseignants qui ne sont pas forcément des enseignants formés, qui sont des enseignants contractuels, qui coûtent moins cher et ce que je crains, c'est que ça se répande encore plus. C'est-à-dire qu'on ait, à terme, de moins en moins d'enseignants qualifiés et formés pour ce métier. C'est pas pour autant que ça se passe mal avec un contractuel, mais c'est un métier qui s'apprend et une formation est, à mon sens, nécessaire. Et à plus long terme, ce que je crains, c'est que si on a de moins en moins d'enseignants qualifiés, ça commence à se ressentir sur la qualité de l'éducation et qu'au moment où ce constat sera fait sur la baisse de la qualité de l'enseignement en France, bah, il y ait des mesures qui soient prises et qui soient encore plus importantes. Ça peut être, je sais pas, des renvois massifs de profs. Est-ce que ça peut être positif comme un retour à une formation, nécessaire? Je ne sais pas. La crainte que j'ai à titre personnel, c'est que si on constate que l'humain n'est plus aussi performant que ce qu'il était, et ben, on commence à le remplacer par, des, intelligences artificielles. On peut tout à fait imaginer, je pense, des intelligences artificielles, ça existe déjà, un petit peu, des intelligences artificielles qui permettraient de comprendre comment fonctionne, du point de vue cognitif, mémorisation, le cerveau d'un enfant et donc confier le métier de prof, pas forcément directement, mais dans un premier temps sous forme d'appui, sous forme d'aide, et à terme remplacer complètement l'enseignant par, une IA. C'est pessimiste, c'est ce que je redoute le plus, mais c'est quelque chose que je me vois de plus en plus obligé d'envisager. Et quelle serait la vision optimiste, avec justement peut-être, utiliser ces intelligences artificielles d'une autre manière? C'est compliqué à dire vu la rapidité avec laquelle à laquelle ça évolue et vu l'implication déjà des intelligences artificielles dans notre vie. C'est, une utilisation positive de l'intelligence artificielle, honnêtement, je vois pas trop là, tout de suite maintenant. C'est un petit peu si on avait demandé en 41 à un scientifique, quels seraient dans votre métier les avantages du nucléaire? Sachant que d'un côté, il y en avait, qui prenaient la fabrication d'énergie abondante, peu chère et plutôt sûre et de l'autre, des armes de destruction massive. Donc ça part un peu trop dans tous les sens à mon avis, l'intelligence artificielle pour, savoir vraiment comment on pourrait l'utiliser. Ça me paraît encore trop inconnu pour ne pas être considéré comme, dangereux et à ne pas prendre avec des pincettes. Et de manière utopique, quelle serait ta vision de l'enseignement? Ah bah, d'une manière, complètement utopique, ça serait tout simplement, c'est pas c'est pas très compliqué. Ça serait, faire en sorte que les enseignants fassent leur métier dans de bonnes conditions, tout simplement. Qu'on travaille dans de bonnes conditions, qu'on prenne, en compte davantage leur avis. Parce que quand des choses sont décidées, c'est souvent assez déconnecté d'une réalité de terrain que nous, on maîtrise et on n'est pas du tout entendu quand on exprime ce point de vue. Ouais, j'aimerais qu'on ait un petit peu plus de considération, au moins à titre professionnel, pour les profs, qu'on leur reconnaisse vraiment un statut, bah, de professionnel de l'éducation et que leur avis sur une réalité de terrain soit davantage pris en compte quand on veut adapter ce métier à différentes contraintes. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mais 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai les développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pour une nouvelle interview. Pour être averti des nouveaux épisodes, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt!